News et foi, l'actualité du diocèse de Metz, Paul Caïla. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mardi 13 décembre 2016. Bienvenue dans le 1194e numéro de votre magazine d'actualité chrétienne sur Jéricho, en direct du lundi au jeudi de 9h05 à 10h, rediffusé le soir même à 21h. News et foi, 4 rendez-vous par semaine, ce sont des chroniqueurs plus des invités qui portent un regard de foi sur notre monde en pleine ébullition et qui témoignent du travail de l'évangile au quotidien. Au programme aujourd'hui, je vous propose d'écouter quelques larges extraits d'une conférence à 2 voix organisée mercredi 30 novembre dernier par Alliance Vita, l'association qui milite pour la protection de la vie, de la fécondation à son terme naturel. Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, et le philosophe Martin Stephens ont échangé sur le thème des limites qui définissent notre humanité, limites qu'une certaine conception des sciences et de la technologie souhaite abolir, ce qui remet en question les bases mêmes de notre condition humaine. Face au transhumanisme, Tugdual Derville et Martin Stephens sont représentants d'un courant bioconservateur chrétien. Vous pourrez vous faire votre propre idée dans un moment. Au sommaire également, nous retrouverons la connaissance qui guérit, la chronique de Nelly Dessy, et puis en fin d'émission, la chronique éducative de Claire de Juvigny, présidente des AFC de Moselle, les associations familiales catholiques. Côté musique, nous écouterons Je cherche, un titre du chanteur Max Livio, extrait de l'album Sur les bancs de l'école, paru en 2012. News et foi, ouvrez grand votre cœur et votre esprit. C'est parti pour une heure de témoignage et de réflexion en direct. Jéricho, News et foi. La conférence dont vous allez entendre de larges extraits s'est tenue à Metz, au Grand Séminaire, le 30 novembre dernier, organisée par Alliance Vita. Tugdual Derville et Martin Stephens ont échangé avec leur public autour de cette revendication éthique, humain, sinon rien. Le dernier livre de Tugdual Derville, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, est paru aux éditions Plomb. Celui de Martin Stephens, Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, éloge du combat spirituel, est paru lui aux éditions Point. Martin est le premier à prendre la parole, suivi par Tugdual Derville. Écoutons-les. Le titre, c'est une reprise de la célèbre phrase de Terence, qui est que rien de ce qui est humain ne nous doit être étranger, dès lors qu'on se dit humain. Et alors, si je plaçais, ce que je fais assez peu, c'est un livre qui se situe au cœur du combat intime, du combat moral, voire dans un deuxième moment du combat spirituel. Mais si je devais replacer cette phrase dans un contexte bien plus large, eh bien en effet, on pourrait dire que si rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger, eh bien ça veut dire qu'il faut faire sien à chaque fois qu'on a découvert un visage de l'humanité différent, que ce soit la découverte de la Grèce antique lors de la Renaissance, des différentes facettes, on va dire, que ce soit la découverte des sociétés primitives, ah bien l'humain ça va jusque-là, eh bien le XXe siècle nous a découvert un visage de l'humain qui est l'inhumanité. L'inhumanité organisée grâce à la science et à l'État, les deux inventions assez récentes dont l'humain pouvait s'enorgueillir. Et finalement, si l'homme veut continuer sa route, eh bien son humanisme doit ouvrir les bras jusqu'à cette dimension, jusqu'à ce nouveau continent, ce continent sombre de l'inhumanité orchestrée, désirée, etc. Et si vous voulez, cette large question, j'en ai fait le constat pour ma part, c'est-à-dire, en effet, peut-être qu'on ne peut avancer dans la vie que si l'on fait d'abord l'aveu du bas qui nous blesse, de ce que on est soi-même source du mal. Le mal, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas non plus qu'à cause des autres. Au départ, puisque l'intuition, l'impulsion, c'est un texte, tout ce que je cite dans les premières pages de Saint-Exupéry dans Citadelle. Saint-Exupéry dit, imagine ton fils a commis une grave faute, ton fils a péché. Tu as 2 solutions. Ou bien tu vas cracher avec ceux qui crachent sur ta maison, et tu auras raison de le faire. La faute de ton fils est grave. Ou bien alors, tu ne craches pas avec ceux qui crachent sur ta maison, tu entres dans cette maison, parce que c'est ta maison, celle où ton fils a péché. Et tu n'auras pas raison, mais tu auras toujours une maison. Et finalement, habiter la maison commune de notre humanité, c'est peut-être ça, c'est commencer par faire l'humble aveu de notre humanité. Oui, je crois que pour rebondir sur ce que vient de dire Martin, c'est l'humble aveu de notre humanité, c'est-à-dire c'est se dire, au moment où l'humanité acquiert une telle puissance, effectivement, une puissance notamment technologique, alors que
il y a quelques dizaines d'années, des lanceurs d'alerte nous ont dit, est-ce que nous ne sommes pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis? Est-ce que nous ne sommes pas en train de priver les générations futures d'un air respirable, d'une eau potable? Donc l'éveil de sensibilité à l'écologie, à l'environnement. Mais maintenant que l'homme a le doigt sur le tout premier commencement de sa vie, maintenant que l'homme est capable de transformer, on le voit en Chine, des embryons en embryons génétiquement modifiés, maintenant que les murs porteurs de notre anthropologie sont comme déconstruits, savamment déconstruits par de brillants intellectuels qui peut-être n'ont justement du mal, comme chacun d'entre nous peut-être, à consentir à l'humble grandeur de notre humanité, alors il faut revenir au réel. Et c'est ce que j'essaie de faire en lançant peut-être un cri d'alerte, en disant attention, plus nous devenons puissants, plus nous devons être sages et humbles, effectivement, même si je ne revendique pas personnellement l'humilité, malheureusement. Et donc, j'ai cherché à me dire, qu'est-ce que l'homme, en fait? Qu'est-ce que l'homme? Quels sont ses murs porteurs? Et ensuite, pour regarder la France, parce que je suis enraciné, moi, dans un pays que j'aime, et qu'est-ce qui s'est passé en France de si particulier, dans ce pays des grands contrastes sur le plan culturel, le pays de la déconstruction, mais aussi le pays du réveil. Et que serait enfin une société d'écologie humaine, une société qui respecte tout l'homme et tous les hommes. Et là, je rebondis encore un instant sur ce que le livre de Martin, qui m'a aussi nourri là, dans le train, en particulier en venant ici, tout l'homme sans l'amputer de sa dimension spirituelle. Parce que c'est l'amputation par excellence, qui aboutit à un nouveau grand fantasme prométhéen d'un homme qui se croit Dieu et qui est prêt, au fond, à s'auto-détruire inconsciemment pour échapper à cette humanité fragile. Voilà, tout l'homme et tous les hommes, sans en exclure aucun, et surtout pas les plus fragiles, qui sont comme des marqueurs d'humanité, car qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'humanité, si ce n'est se pencher sur le plus fragile pour le respecter plutôt que de l'écraser, ou pour lui pardonner plutôt que de l'écraser. Et l'humanité, c'est bien ça, c'est bien se pencher, un cœur qui se penche sur la fragilité de tel ou tel pour faire preuve de cette grande valeur qui nous relie dans nos vulnérabilités. Effectivement, à partir du moment, et c'est vrai que pour moi c'est venu du mouvement social auquel j'ai participé, à partir du moment où on dit que père et mère est interchangeable, allons regarder le mystère de ce qui nous définit, de l'émergence de notre histoire personnelle, et nous avons tous séjourné longuement dans le corps d'une femme. Même si cette femme peut-être nous a rejetés, et dans certains cas on le voit avec Alliance Vita, a pu ignorer même sa grossesse. Ça peut arriver exceptionnellement qu'une femme accouche sans savoir qu'elle est enceinte, ça s'appelle le déni de grossesse, c'est pas forcément de sa faute, hein, bien sûr. Même si nous n'avons pas forcément été accueillis, toujours parfaitement, il y a, à mon avis, dans la maternité corporelle, dans la gestation corporelle, la source de l'anthropologie du don. Le fait que nous nous recevons d'une autre, d'une nourricière, bien sûr avec les gènes paternels. Elle aurait dû nous rejeter, normalement. Elle était faite, nos corps sont faits pour rejeter les corps étrangers. Mais nos mères ont inhibé leur défense naturelle pour accepter la violence, avec beaucoup de guillemets, que notre émergence a fait dans leur corps. Et donc nous avons reçu cette vie, ne serait-ce que sur le plan biologique, comme un cadeau. Et Martin Buber, qui est un grand philosophe juif, s'interrogeait en se disant « Mais comment se fait-il que la mère de la tribu soit enlevée à plusieurs reprises dans la Bible au tout début ?» Et il dit « Mais je crois que c'est parce que la bénédiction, ça c'est une tradition juive bien sûr, que le père appose au front de ses enfants, notamment ses fils avant de mourir, cette bénédiction, elle vient, dit-il, par la substance même de la mère. » Donc quelque chose de très mystérieusement spirituel de cette maternité, qui est à la fois culturelle d'abord et naturelle aussi. L'enfant va pleurer ensuite à la naissance dans sa langue maternelle. Et voilà, je ne vais pas plus loin, mais il faut vraiment creuser en profondeur ce mystère de la maternité, se dire d'où je viens vraiment, où sont mes racines, pour ne pas prétendre s'être fait tout seul, et aussi pour que les générations futures bénéficient de ce repère fondamental. Or, il y a la gestation par autrui, éclatement de la maternité, qui prétend être vécue par une mère porteuse, par une mère éventuellement donneuse d'ovocytes, par une mère éducatrice, éclatement très lourd de conséquences pour la dignité de la femme et de l'enfant, en tout cas au mépris de leur dignité. Et puis cette perspective qui est abyssale de l'utérus artificiel, de l'ectogénèse, dont Jacques Attali disait en janvier 2013 que c'était une perspective inéluctable du fait de la quête d'égalité. Alors sans aller encore dans le détail, mais j'étais confronté sur France Culture à Marcella Yacoub l'autre jour, directrice de recherche au CNRS, et lorsque j'évoquais le mot grossesse qui a dû sortir de ma bouche dans cette conversation, elle a dit « Ah non, ne parlez pas de ça, la grossesse ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour les femmes. » Il y a donc tout un courant de pensée scientiste, mais aussi autour du gender féminisme un peu radical, qui considère, il le pense vraiment, que la grossesse est le moyen que nous les hommes, on a trouvé pour asservir les femmes et qu'il faudra les en libérer pour qu'enfin l'humanité s'affranchisse de ce conditionnement. Ça vous choque? Oui, enfin. Je me souviens d'une conversation avec
avec une proche et je lui demandais si ça allait bien dans son couple. Elle me disait ça va bien, voilà, ça faisait maintenant 6 ans qu'ils étaient ensemble. Elle approchait la trentaine et elle dit voilà, mais bon, en ce moment, moi, mon grand combat, c'est parce qu'il a raison, quoi. On n'est pas des génitrices, faut pas se faire avoir par la société et tout. C'est vraiment de mettre le plus loin possible de moi l'idée qu'on ait un enfant ensemble. Je dis ah bon? Elle dit oui, il en a pas du tout envie. Et je dis mais toi? Moi, je suis très sensible à ces arguments. Bon sang, voilà, on n'est pas des mammifères. Enfin, on est quand même plus que ça. L'humanité est plus que sa nature animale. Alors je dis tiens, à l'époque, mon fils avait 2 ans et elle voyait très bien qui il était. Et donc je lui dis, elle dit, et toi? Je dis, en ce moment, on a beaucoup de problèmes avec Joseph, mon fils aîné, parce qu'on lui interdit en ce moment de saisir les objets avec ses mains. Et c'est vraiment très dur, ça fait 2 semaines que ça dure. Mais bon, on tient bon, ça fait beaucoup de crises à la maison, c'est assez coûteux, mais on tient bon. Elle dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est de la torture. Je lui dis, mais si tu penses qu'avoir un organe et être interdite de t'en servir, avoir un creux dans ton ventre qui crie pour accueillir et que celui qui prétendument t'aime dit mais ce cri, ce creux, moi je l'entends pas, forcément lui quand il a un creux il mange et après il n'en a plus de creux, moi je ne l'entends pas et donc il n'existe pas. Si tu penses vraiment que c'est par ce bout-là que tu dois lire ton corps, si c'est bon, en effet, c'est peut-être une sorte de torture qui t'impose et ne te la laisse pas imposer. C'est pas possible. Et donc effectivement, ce passage-là, j'ai écrit un livre avec Chantal Delsol qui s'appelle Le Nouvel Âge des Pères. Je l'avais suggéré, elle avait dit c'est terriblement naturaliste, etc. Bon, mais en même temps, Tugdual parle de l'anthropologie du don. Comment allons-nous lire, en effet, c'est une question de lecture, comment allons-nous lire notre corps? Est-ce que notre corps est la première offense qui nous a été faite, puisqu'on l'a reçu à la naissance et sans l'avoir voulu? Est-ce que le corps est donc cette chose qu'il faut nier le plus possible, comme on peut nier son nom aussi, parce qu'on l'a reçu à la naissance, comme on peut nier, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose, effectivement, c'est le don premier? C'est le don premier, ce qui ne veut pas dire que c'est facile à recevoir un corps. Il y a toute une histoire à écrire avec, mais il faut écrire une histoire d'amour. Et donc, en effet, quand des femmes veulent être allégées de leur corps, quand des hommes veulent être allégés de leur vie, des aléas de la vie, voire de leur mort, il y a quelque chose qui est, à mon avis, qui relève d'une mauvaise lecture, je dirais. Vous écoutez News et Foi sur Jéricho. C'était Martin Stephens et Tugdual Derville enregistrés lors de la conférence organisée par Alliance Vita à Metz le 30 novembre dernier. Nous les retrouverons dans quelques minutes, mais tout de suite, place à la connaissance qui guérit, la chronique de Nelly Dessy, philosophe et thérapeute chrétienne qui exerce à Metz. Nelly nous introduit aujourd'hui à la synthèse des sagesses antiques opérée par Philon d'Alexandrie. Aristote nous apprend l'importance de l'observation qui nous permet de comprendre qu'il doit bien y avoir une cause à tout ce qui existe et qui, au passage, nous réapprend la patience et la lenteur. Épicure et la Stoa nous invitent à vivre le moment présent, soit par le goût des choses simples et du plaisir qu'elles nous apportent, soit par le goût d'accorder notre volonté à ce qui est. Socrate, lui, nous invite au dialogue. Qui dit vrai et qui dit juste? Tous ont raison, et à chacun il manque quelque chose. La connaissance qui guérit n'est pas une connaissance particulière, mais la synthèse de toutes ces propositions. Rappelons que philosopher, c'est d'abord s'interroger sur la vie et sur la bonne façon de vivre. Et c'est ce que nous appelons la sagesse, la prise en compte de tout ce qui nous constitue, toutes nos facultés, les sens, l'émotion, l'intelligence, l'intuition, la volonté, le désir, la relation, l'action. Guérir, c'est bien souvent changer quelque chose, mener un autre type de vie, un autre type de relation avec soi-même, avec la nature, avec les autres et avec la source même de ce qui vit et respire en nous. La grande santé est celle de l'être entier, et c'est ce qui nous met dans la paix. D'ailleurs, le mot shalom, paix en hébreu, signifie également être entier. Si vous avez été bons élèves au fil des chroniques, vous vous êtes peut-être dit que ces 4 grandes écoles, pour défendre chacune un point de vue, pouvaient aussi s'opposer les unes avec les autres. Et oui, c'est effectivement ce qui s'est passé quelquefois. Alors continuons notre parcours
Et nous arriverons à une communauté très intéressante pour nous, car elle va en quelque sorte unifier tout ce que nous venons de voir. Il s'agit de celle des thérapeutes et de Philon d'Alexandrie. Philon nous invite à la guérison par le centre. Qu'est-ce que c'est que ce centre ? Il est ce qui donne sens à notre vie. Nous avons des expressions qui nous parlent de ça. Lorsque nous ne sommes pas centrés, nous sentons bien que ce que nous faisons perd du sens. Une vie qui n'a pas de sens est une vie qui n'a pas de centre. Philon hérite de la sagesse biblique et de celle des philosophes de l'Antiquité, alors sa perspective est beaucoup plus large. Il nous invite à nous mettre à l'écoute de l'être intérieur qui nous habite. C'est en reprenant contact avec ce qui palpite en notre fort intérieur, ce lieu de nous-mêmes qui va bien, que la guérison peut advenir. En clair, les thérapeutes d'Alexandrie nous invitent à la communion avec la lumière qui enveloppe toute chose. C'est à partir de ce point qui va bien que nous pouvons relever le reste. Et en thérapie, c'est fondamental. Plutôt que de s'entretenir dans la plainte qui continue à nous empoisonner, cherchons, éclairons et nourrissons ce qui va bien en nous. Au fait, à propos de lumière et de nourrissons, si vous permettez un jeu de mots un peu facile, c'est bien justement le temps de nous préparer à les accueillir. News et foi, l'actualité du diocèse de Metz. Paul Kyle. Merci de nous retrouver dans News et foi sur Jéricho. Au programme aujourd'hui, quelques bons extraits de la conférence donnée par Tugdual d'Herville et Martin Stephens le 30 novembre dernier à Metz à l'invitation d'Alliance Vita. La première voix que vous allez entendre est celle de l'animatrice de la rencontre, suivie par Martin Stephens et Tugdual d'Herville. On écoute. Alors la maternité, c'est une de nos premières racines en tant qu'être humain. Du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de l'enracinement. Toi, Martin, tu connais bien la philosophe Simone Weil. Tu as beaucoup écrit sur elle. Je pense qu'elle a beaucoup nourri ton cheminement dans ce travail de philosophe. Et tu la cites dans le chapitre justement sur l'urgence de l'enracinement spirituel. Tu la cites avec cette conception en fait de l'homme enraciné de façon multiple, aux antipodes de l'archétype de l'individu autonome et déraciné, auquel croient devoir aboutir les déconstructeurs, dont tu parles beaucoup dans ton essai. Et sa citation, c'est qu'un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Voilà, donc j'aimerais qu'on parle un peu de nos multiples enracinements, l'un et l'autre, à travers de cette petite citation de la grande Simone Weil, philosophe. Moi, je vais bien commencer. L'enracinement, c'est un titre affreux, parce que c'est Albert Camus qui l'a donné à ce livre de Simone Weil, qui n'est même pas un livre. Elle voulait partir combattre, ou plutôt soigner les blessés, mais sur un combat qui aurait repris contre les nazis. Et elle en a été interdite par les services. Enfin, elle était à Londres par la France libre, et de fait elle était rachétique, elle était malade, etc. Ça n'avait aucun sens. Et puis en plus elle était connue en France pour son métier d'activiste. Et donc elle a écrit, et c'est là que je voudrais venir à l'enracinement, elle a écrit ce texte. On lui a dit mais réfléchis à ce que pourrait être une constitution de la France une fois qu'elle serait libérée. Et elle a écrit un prélude à la déclaration des devoirs envers l'être humain. C'est-à-dire que pour elle, la grande erreur, c'est de 1789, c'est d'avoir mis les droits en premier. C'est d'avoir fait une déclaration des droits de l'homme. Or, l'idée de droit est déjà relative à l'idée d'obligation ou de devoir. Mais elle préfère le terme d'obligation parce qu'il y a obligare en latin, ça veut dire on est toujours déjà obligare, liés les uns aux autres. Et donc, elle pense que ce qui est premier, c'est l'obligation. Et de l'obligation naît le droit. Si je me sens obligé envers vous, vous avez des droits. Si vous clamez votre droit dans une communauté qui ne se sent pas du tout obligée envers vous, vous criez dans le désert. Donc le devoir génère le droit, alors que le droit ne génère pas le devoir, sauf si c'est le droit du plus fort. Et donc, elle a dit, il y a une sorte d'erreur logique et spirituelle qui a été faite, et il faut en effet, si vous voulez, la politique, c'est j'ai des droits, quelles sont les stratégies pour les faire reconnaître. Et elle dit, cette dégradation de la politique en cette chose-là vient de 1789,
alors que la politique, ça devrait être « j'ai des obligations, sur quoi porte-t-elle ?» Et elle porte sur les besoins fondamentaux du corps et de l'âme, dont l'enracinement fait partie. Donc on est premièrement des êtres d'obligation. Mais, et c'est là que j'en viens à l'enracinement, mais pour pouvoir donner, si l'on est d'abord obligé les uns aux autres, pour pouvoir donner, il faut d'abord avoir reçu. Or, une société de déracinés, une société en effet qui produit des enfants sans racines, sans histoire, c'est des enfants qui ne pourront pas être à la hauteur de ce qu'elle appelle la destinée éternelle de l'être humain, à savoir s'abdiquer, comme elle dit, pour un autre que soi. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Jean Vanier qui dit que pour s'ouvrir, il faut d'abord approfondir son identité. Et on le sait bien, les mots, et même si ce sont des souffrances que certains ont pu connaître, il ne s'agit pas de jeter la pierre, les mots orphelin, apatride résonnent comme des mots MAUX, comme des souffrances. Et il y a effectivement cette quête, on le voit dans notre pays, et je pense que la France, dans le traumatisme qu'elle vit aujourd'hui, on le voit bien qu'elle est en quête de ses racines, qu'elle est en train de rechercher d'où vient son histoire. J'ai été frappé de voir qu'entre les deux vagues d'attentats début 2015, on a d'abord sorti un slogan qui a fait beaucoup de morts d'ailleurs en Afrique assez vite par la violence qu'il a provoquée. Et puis quelques mois plus tard, on a sorti la vieille devise du Paris du XIVe siècle, parce qu'il fallait aller chercher plus loin. Et puis on est allé commencer à interroger les racines, y compris spirituelles de notre peuple, et des mots qui étaient interdits sont devenus des mots autorisés, et des mots refuges, et des mots sur lesquels les personnes sont allées chercher qui ils étaient. Alors, l'image qui me vient le plus naturellement, c'est cet arbre qui, s'il veut grandir et donner du fruit, de l'ombre dans son ramas, s'il veut vraiment protéger, mais il doit effectivement approfondir d'autant son histoire, jusqu'à puiser à la source. Ce que révèle fortement le livre de Martin, jusqu'à aller à la source. S'il ne puise pas à la source, la première tempête va casser son orgueil. Et donc, dans l'humus de la société, je pense que se dessine ce qui se vit véritablement. Et ce qui se vit est plus important que ce qui se voit, et ce qui se vit, c'est souvent cette identité profonde que nous avons dans les régions où nous sommes nés, dans les généalogies dont nous provenons, et en commençant par cette parité originelle dont nous sommes issus, hommes-femmes, qui à la fois nous envoie et nous limite, nous-mêmes en tant qu'hommes et que femmes. Voilà. Et on peut simplement dire aussi, peut-être pour compléter, que c'est avoir conscience de ses racines, c'est aussi pouvoir faire un travail sur elles, pour peut-être renoncer à ce qu'il peut y avoir d'empoisonné dans des choses qu'on a pu recevoir, à un moment ou à un autre, pour aller chercher dans une source plus pure, plus profonde, notre véritable identité. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Il y a quelque chose de cet ordre aussi, c'est-à-dire d'aller plus loin encore que ces racines humaines, parce que nous ne sommes pas nés d'en bas, nous sommes nés d'en haut. Et la racine, de ce fait, elle peut être plus verticale, et c'est peut-être tout en haut qu'il faut regarder nos racines les plus, incontestables. Si je peux ajouter... Je sais que Tugdual aime bien les métaphores végétales, il y en a une forte dans le temps de l'homme, et pour filer celle de l'arbre, et pour rebondir aussi sur cette idée que les plus fragiles sont nos témoins en humanité, sont ce par quoi on peut peut-être mesurer le degré de civilisation d'une civilisation. Dans un arbre, ce qui va capter la lumière, c'est-à-dire donner l'énergie à l'arbre, eh bien, ce sont les feuilles. C'est-à-dire ce qu'il y a dans l'arbre de plus fragile. En réalité, quand vous comparez aux branches, aux troncs, aux racines, ce qui donne, ce qui permet à l'énergie du soleil d'arriver à l'arbre et puis après d'arriver dans tout le système de la création, ce sont ces fines feuilles. Et peut-être que les plus fragiles dans notre société ont cette mission qu'on aperçoit à peine. C'était Martin Stephens et Tugdual d'Herville, enregistré à Metz le 30 novembre dernier lors de la conférence organisée par Alliance Vita. Suite de cette intervention après notre respiration musicale avec Max Livio, Je cherche, extrait de l'album Sur les bancs de l'école. Max Livio est dans News et Foi sur Jéricho. Pas juste celles qui veulent bien nous montrer
crime de vouloir ouvrir sa porte. Depuis des milliers d'années, vous avez pillé leur trésor. Bienvenue sous mon toit, non, mon âme ne dort pas. Le Nord veut dominer le monde. Il exporte la guerre dans les tiers-mondes. Il nous condamne d'avance, on règle ses problèmes avec des bons. Oh, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Je cherche encore comment se dénouer des conflits entre le sud et le nord. Rassemblons-nous comme une vraie famille. Je cherche encore comment